Rebonjour à tous. J'espère que vous avez tous pu bien vous restaurer. Donc on va attaquer l'après-midi en continuant dans notre thème de la construction neuve, bas carbone évidemment. Et nous allons commencer par un projet de logement collectif en structure bois, dans la ZAC Bloom à Issy-les-Moulineaux, un ensemble de 2 bâtiments bas carbone et biosourcés, BBC et E+C-. Pour cela, nous accueillons Aurélie Blottière, qui est directrice du pôle conception environnementale, stratégie énergie bas carbone chez Artelia Bâtiments Durables. Bonjour madame. Bonjour. Écoutez, voilà, vous disposez de 20 minutes pour votre intervention. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette opération de logement collectif. Donc c'est une opération qui est située à Issy-les-Moulineaux. Et c'est une opération qu'on a démarrée il y a maintenant 3-4 ans. C'est un projet mixte, puisque c'est une construction de 104 logements sociaux en R+9, avec au pied du bâtiment une école maternelle de 12 classes, avec 2 niveaux de parking en infrastructure. L'ensemble développe une surface de 7000 m². Notre maître d'ouvrage, c'est Seine-Ouest Habitat. Le projet a été développé avec l'agence d'architecture Brenac et Gonzalez. Et donc Artelia, nous sommes bureau d'études tout corps d'État, y compris environnement, donc spécialité que je représente. Cette opération, elle s'est construite, elle est en train d'être construite au cœur d'une nouvelle ZAC, la ZAC Léon Blum, donc à Issy-les-Moulineaux, qui est une opération de requalification d'opération mixte à proximité de la future gare ici, donc la ligne 15 du RER. Le programme de cette opération et les ambitions que nous avons développées en conception étaient assez élevés, et donc puisqu'on visait donc la certification NF Habitat HQE au niveau excellent, un label qu'on retrouve beaucoup moins, qui est le label bâtiment biosourcé au niveau 3, donc le niveau le plus élevé. Également le label E+C-. Aujourd'hui, nous sommes au niveau E2C1 et proche du niveau carbone 2, nous le verrons tout à l'heure pour la partie de logement. Et également le label BBC Effinergie. Le concept architectural de cette opération tourne autour de plusieurs éléments. Le premier, c'est le lien avec l'espace public, en particulier avec l'école maternelle qui se trouve en pied d'immeuble que vous voyez sur cette perspective. Également le concept de la césure volumétrique, qui permet en fait c'est une réponse finalement à la problématique de densité de l'îlot. En effet, puisque avec le fractionnement des volumes, ça permet à la fois un alignement au niveau en périphérie, en fait, une continuité urbaine, mais également de créer en fait des vues et des percées visuelles dans cet îlot, et ça crée une certaine porosité. En complément des vues, c'est un projet où on a créé beaucoup d'espaces extérieurs, que ce soit pour l'école maternelle ou pour les logements qui disposent tous soit de loggia ou de balcons. C'est un programme qui reste très compact, et au niveau de la matérialité, on est sur une alliance de bois et de béton que je vais développer juste après. Ici, je vous ai mis une coupe du projet donc pour bien visualiser les deux niveaux d'infrastructure, l'école maternelle qui se trouve en socle, et puis après les 2 émergences en R+9 qui vont accueillir les logements, avec, donc là on voit bien les loggias sur les façades extérieures. Vous avez ici également un plan d'étage courant. Dans chaque émergence, en fait, vous avez 7 logements qui sont répartis, et vous avez en partie centrale
a un creux qui permet en fait d'amener de la lumière naturelle à la fois au niveau des circulations et puis de travailler aussi sur des doubles orientations pour la plupart des logements, avec finalement, là où on voit bien toutes les parties grisées qui représentent les loggias et les balcons. Sur la partie matériaux et matériaux biosourcés plus particulièrement, la première solution, c'est le travail au niveau de la structure, puisqu'on a gardé un socle en béton, notamment pour l'école, mais que sinon, toutes les émergences, donc jusqu'en R+9, est constituée d'une structure bois en CLT, donc lamellée croisée. Vous avez donc sur la première photo, voilà, on voit bien les panneaux de façade qui sont en cours de pose. Mais on a voulu aller plus loin et pas seulement au niveau de la structure, puisque en façade, on a un parement bois en mélèze qui a été grisé, là on voit sur la photo de droite, et puis également sur les sous-faces des loggias qui sont également en bois. Au niveau des menuiseries extérieures, on retrouve également du bois. À droite, c'est au niveau des logements, donc en extérieur, on est en alu, mais en intérieur, on est en bois. Donc pour à la fois avoir du biosourcé, mais une facilité d'entretien. Et en bas à gauche, la photo, c'est les menuiseries extérieures bois de l'école. Ici, vous avez des photos de l'avancement du chantier et tout particulièrement de la structure bois. À droite, on voit bien la superposition entre le socle béton de l'école et puis donc les panneaux de façade bois. Et puis, je vous ai mis quelques détails de plancher et de façade, notamment pour tous les traitements acoustiques, puisqu'on a en fait sur les façades, on a de l'isolation intérieure et extérieure. Et puis, au niveau des planchers courants, on a de l'isolation 10 cm de laine de roche en sous-face, et puis une chape béton essentielle pour traiter l'acoustique entre logements, par-dessus le plancher CLT. On a voulu aller plus loin et travailler aussi le biosourcé sur les matériaux de seconde œuvre. Alors, toutes les propositions qu'on avait faites n'ont pas pu être mises en œuvre, mais on en a quand même un certain nombre. Dans les logements, vous avez la photo à droite, on retrouve du parquet bois sur toutes les surfaces des logements, excepté les pièces humides. Dans les parties communes, c'est de la moquette à 85% de contenu recyclé et biosourcé. On travaille sur ces deux composantes. Et même si l'isolation de façade est en laine de roche, on avait fait des propositions pour mettre de l'isolation biosourcée dans les cloisons pour l'isolation acoustique, et notamment de la laine de chanvre. Je fais une petite aparté aussi, quand on parle de matériaux de seconde œuvre, il y a bien évidemment le carbone et le biosourcé, mais c'est également très important de travailler la qualité de l'air. Et donc, tout ce qu'on a mis en seconde œuvre est labellisé A+, et on a demandé des labels complémentaires, type goutte pour la moquette, type Emicode, pour vraiment avoir les plus hauts standards au niveau de la qualité de l'air, que ce soit pour les logements ou pour l'école. Au final, qu'est-ce que ça donne en termes de performance carbone? Donc, je vous l'ai dit au début, on atteint donc, le niveau 3 du label biosourcé. Et par rapport au label E+C-, donc on a réalisé une analyse de cycle de vie. Je rappelle très rapidement, hein, donc on a deux niveaux E+C-, carbone 1, carbone 2, et puis deux exigences qui sont EGES, les émissions globales, et EGES-PCE, les émissions spécifiques pour les matériaux de construction. Et on voit sur le graphique ici qu'avec toutes les solutions de biosourcés qu'on a pu mettre en œuvre, on atteint le niveau carbone 2 sur la partie matériaux. Malheureusement, au global, on n'atteint pas le niveau carbone 2, on est carbone 1, lié en fait aux émissions de l'énergie. Donc, je vais détailler ça juste après. Ça, c'est l'analyse qu'on a fait en conception. Et là, comme on est proche de la livraison,
On va mettre à jour cette analyse de cycle de vie pour voir un petit peu l'évolution du résultat. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est que carbone 1 sur la partie EGES global, malgré toutes les solutions qu'on a pu mettre en œuvre? Alors, je vous ai parlé un petit peu des dispositions bioclimatiques qu'on a pu mettre en œuvre quand j'ai parlé du concept architectural. Là, je vais faire plutôt un focus sur les solutions techniques. En début de projet, on avait proposé une solution assez innovante de radiateur électrique connecté, donc avec batterie en fait, de stockage intégré, qui était un système qui permettait en fait, de produire en heure creuse et d'utiliser en heure pleine, ce qui permettait en fait de lisser les pics de consommation, et ça fait un peu écho au smart grid de la ville d'ici. Malheureusement, c'est une solution qui a été remplacée en cours d'étude par une solution plus standard de chaudière gaz pour des problématiques d'exploitation-maintenance, puisque les batteries de stockage devaient être remplacées tous les 10 ans et que du coup, il fallait accéder dans chaque logement pour les remplacer. Ça a paru une contrainte trop forte pour le maître d'ouvrage. Cela étant, on a quand même gardé l'autre innovation qu'on avait proposée sur ce projet, à savoir pour la production d'eau chaude sanitaire, qui est produite en fait avec un système de pompe à chaleur qui utilise en fait qui récupère en fait la chaleur de l'air extrait de la ventilation des logements, ce qui permet d'avoir un coefficient de performance qui est très intéressant, de l'ordre de 4,5. Et en complément, nous avons des panneaux photovoltaïques en toiture. On a 93 mètres carrés. Ça représente à peu près 10% des consommations énergétiques réglementaires. Et ça couvre plus que la consommation d'éclairage. Donc vous avez en photo à droite avec la vue sur la tour Eiffel derrière, pour ceux qui sont le plus devant. Quelles performances finalement ont été atteintes sur ce projet? Au final, avec toutes les dispositions bioclimatiques, la compacité, la bonne isolation, la diminution des besoins, on arrive à avoir un Bébio diminué de moitié par rapport au Bébio Max. Et au niveau de la consommation d'énergie primaire, on est autour de moins 40%. Donc là encore, très performant, ce qui nous permet d'atteindre donc le label BBC F-Energy dont je vous parlais tout à l'heure, et également le niveau E2 du label +C-. Vous voyez sur le graphique à droite qu'on est finalement entre le niveau énergie 2 et énergie 3. Alors ça, c'est le label le +C-. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est notamment l'arrivée de la RE 2020 qui va entrer en vigueur pour les logements au 1er janvier. Donc on s'est posé la question, cette opération qu'on a conçue en 2017-2018, si on la faisait passer sous le moteur de calcul RE 2020, est-ce qu'on serait conforme ou pas? Alors on est satisfait de voir que oui, et là je vous donne les résultats. Au final, le nouveau Bébio RE 2020, on est conforme avec 17% de marge. Donc par rapport au moins 50% en RT 2012, on retrouve ce gap de 30% dont on parle pas mal quand on dit on passe de la RT 2012 à la RE 2020. Sur le CEP, le gain qui était de moins 42% diminue à moins 29%. Et ce qui est intéressant, c'est les nouveaux indicateurs. Donc le CEP NR, donc pour non renouvelable, donc là qui ne prend pas en compte en fait la production d'énergie renouvelable. Celui-là, on est à 14% de la valeur seuil. Juste pour ceux qui regardent les chiffres, je crois qu'il y a eu une inversion sur les valeurs de Bébio et de CEP entre RT 2012 et RE 2020, puisque voilà, par rapport aux gains, mais voilà, les valeurs sont bonnes. Et enfin, sur le sujet RE 2020, il y a le nouvel indicateur du confort d'été
avec les degrés-heure qui remplacent la température intérieure conventionnelle. Et donc là, on est conforme sur cette notion-là, avec 906 heures pour un seuil à 1250. J'aurais voulu vous montrer aussi le résultat en carbone, mais comme on n'a pas encore livré l'opération, on n'est pas en capacité de mettre à jour l'analyse, mais on espère le faire prochainement. Et voilà, je termine justement cette intervention. Là, on entre dans la phase de livraison, donc on a fait un certain nombre de tests pour vérifier les performances. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la structure bois, les tests acoustiques, on est bon. On a également les tests d'étanchéité à l'air, on vise une valeur de 0,8 pour l'enveloppe. Les tests intermédiaires, on est un petit peu au-dessus, mais voilà, on est confiant sur le fait qu'on va arriver à ce niveau-là. Et on aura également des tests de qualité de l'air intérieur qui vont être menés pour s'assurer qu'on a bien les performances prévues. Et voilà, et là vous avez la photo de la cour de l'école maternelle avec sa mantille bois qui fait le lien un petit peu entre l'école et les logements, et avec l'état du chantier la semaine dernière. Voilà, vous avez des photos toutes fraîches. Donc voilà, pour conclure, c'est une opération qu'on a conçue il y a plusieurs années. On est satisfait de voir qu'aujourd'hui, elle est encore compatible avec les standards de la RE 2020. On aimerait bien aller encore au-delà si on avait pu travailler ne pas avoir de chaudière gaz ou aller encore plus loin dans le biosourcé. Mais aujourd'hui, on est quand même très satisfait de ces performances. Et voilà, je suis à votre disposition pour vos questions. Effectivement, il reste quelques minutes pour des questions, effectivement. Madame ? Oui. Bonjour, ma spécialité, c'est pas le logement, c'est plutôt le tertiaire, mais là, pour le tertiaire, la RE 2020, c'est pas encore concret. Je suis surprise par les chiffres au sujet du confort d'été, c'est-à-dire 906 heures de dépassement de 28 degrés ou de 26 degrés. Et la deuxième question, 1250 heures. Le seuil de la RE 2020, d'après ce que vous indiquez, j'en sais rien, donc c'est à vérifier. Je fais un calcul, je divise par 24 heures et ça fait quand même 52 jours au-delà de 28 degrés. Alors, le seuil. Et vous, 39. C'est aussi beaucoup. Ça reste un calcul théorique, oui, mais réglementaire, ouais. Donc qui est effectivement pas forcément le reflet de la réalité qu'il y aura en fonctionnement. Je n'ai pas précisé ici, en fait sur les degrés-heure, il y a deux seuils dans la RE 2020. Il y a un seuil max au-delà duquel en fait, le projet est non conforme et il n'est pas possible de construire. Et il y a un seuil intermédiaire où il est possible de construire l'opération, mais là le projet aura une pénalité en termes de climatisation, puisqu'on va considérer qu'il n'est pas suffisamment confortable et donc qu'il est probable que les futurs utilisateurs équipent d'un système de climatisation individuelle. Là, sur ce projet, on passe les deux seuils. Voilà. Après, voilà, on reste sur un calcul théorique. C'est le niveau d'exigence qui me paraît pas très confortable finalement. Alors là, je ne suis pas à la place de la DHUP et des groupes de travail. Il faut qu'on travaille un peu plus nos retours d'expérience là-dessus. Je partage effectivement votre constat. En passif ou en BBC, il me semble que, nous, on fonctionnait avec, c'était quoi, 50 heures par an. Alors, quand on travaille sur des opérations certifiées HQE, notamment, effectivement, on travaille sur un nombre d'heures, 50 heures en général, effectivement, au-dessus de 28 degrés. Voilà, ce sont deux critères différents qui sont pas forcément comparables. D'accord. Il y avait une deuxième question, monsieur. Ah là, il y en a plein d'un coup.
Alors, je précise qu'aussi, il y a une autre séance de questions-réponses à 14h50. On pourra revenir aussi sur ce projet puisque Madame reste avec nous. Voilà. Aider à répondre à ça, parce que D'accord. ce n'est pas le nombre d'heures de dépassement à 28 degrés. On vous entend pas bien. C'est que chaque heure de dépassement est pondérée par un nombre de degrés. Tout à fait. Oui, il faudrait un micro, monsieur. Oui. On n'est pas sur effectivement le nombre d'heures de dépassement, c'est les degrés cumulés au-delà du seuil. Donc si on dépasse de 10 degrés d'un coup, bah, ça compte pour 10, ça compte pas pour une heure. D'accord, oui, ça explique un peu le sujet. Voilà. Très bien, ben merci, madame. On peut remercie. vous réapplaudir, ou vous applaudir d'ailleurs, je ne sais pas si...